Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vois qu'on a déjà un peu de monde. Salut Maxime, Arrive progressivement. Bonjour Nicolas. Comment ça va? ça va, merci et toi? Ouais, content de te voir. Merci d'avoir trouvé du temps pour ce webinaire. Je vais attendre que nos spectateurs arrivent progressivement et que Anthony arrive également. Ça va pas tarder. Ça y est. Bonjour Anthony. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien, merci. Ouais, super. Bon, merci à tous les deux d'être rendus disponibles pour ce webinaire. Ce qu'on va faire, le format, il est assez simple, hein. L'idée, c'est vraiment de rester assez voilà, décontracté, de pouvoir échanger sans que ce soit trop formel et de laisser, bien sûr, s'il y a des questions, à tout à chacun la possibilité de le faire. On va commencer tous les trois. Au bout de quelques temps, Jonathan Chemou va nous rejoindre, donc responsable de l'innovation technique chez De Mathieu Hébert. Donc, je pense qu'il va arriver d'ici peu de temps. On va commencer déjà, ça nous permet déjà d'aborder quelques sujets en attendant qu'il arrive. Mais si je peux déjà commencer par me présenter et parler un petit peu du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ensuite, je vous laisserai bien sûr l'opportunité de vous présenter. Donc, moi, je suis Maxime Thomas, je suis le cofondateur du cabinet de recrutement Brix. Nous, on a un cabinet de recrutement. On espère, on essaye de l'être en tout cas expert dans notre domaine, hein, donc on vient tous chez Brix du secteur technique. Moi, je viens plutôt du secteur des travaux à l'origine, avant de mettre ça au service de mes compétences techniques modestes, au service du recrutement. Et ça depuis 4 ans. On fait appel à nous énormément pour ce type de sujet, recruter des profils qui soient formés et qui soient affranchis sur les thèmes du BIM. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, la place du BIM. Donc, chacun dans vos spécialités, dans vos entreprises, mais aussi du point de vue de formation et du point de vue du recrutement, évidemment, parce que c'est un enjeu, hein, quand on a parlé du BIM. On n'a pas tout dit. Évidemment, très compliqué d'identifier des compétences et de recruter sur une question. Voilà. Je vous laisse peut-être un peu la parole. Donc, vous pouvez vous présenter chacun à votre tour. Jonathan, bonjour. Je m'interromps un instant. Merci de nous avoir rejoints. Désolé pour le retard, Euh, je suis là. c'est pas grave, pas de souci. Non, non, mais là, c'est pas un vrai retard, hein. À Paris, jusqu'à une bonne demi-heure, c'est tout à fait tolérable. Nicolas, tu commences? À me présenter, oui. Ouais, présenté. Donc Nicolas Bernardo, je suis responsable d'agence chez MBA City et de l'agence du coup parisienne. Et qu'est-ce que fait MBA City exactement? Alors MBA City, historiquement, est un bureau d'études de synthèse qui a touché au monde du BIM parmi les pionniers à la fin des années 2000 notamment. Et depuis, du coup, on réalise des missions qui sont autour, toujours historiquement, de la synthèse BIM, mais aussi des missions de conseil au niveau du BIM, de l'AMO BIM, du BIM management, des formations. Et puis des missions un peu plus innovantes sur le BIM-GEM, le Generative Design. On a une structure d'environ une trentaine de collaborateurs et à Paris, du coup, dans l'agence, une quinzaine. Ok, merci Nicolas, qui ne fait que grandir. Anthony, c'est ton tour. Dis-moi-nous un petit peu ce que tu fais. Eh bien, bonjour à tous, Anthony Lampert, Bonjour. donc cofondateur de l'entreprise DefiBIM, société qui a bientôt 3 ans et qui s'est créée par deux personnes, dont moi-même et dont Benoît Esteves, dans le but de faire monter en compétences et de démocratiser le BIM, surtout sur la partie exécution. Même si aujourd'hui et maintenant on intervient un peu sur toutes les phases d'un projet, que ce soit en phase programmation, conception ou exécution, notre expérience d'ancien conducteur de travaux fait que nous sommes extrêmement à l'aise sur la phase réalisation. Et donc voilà. Ok. Jonathan, je crois que c'est ton tour. Jonathan Chemouil, donc je suis, bonjour à tous, je suis directeur de l'innovation technique pour le groupe de Mathieu Barre. J'interviens donc aussi bien du côté de l'immobilier, dans le cadre du développement de nos projets, et que de la construction, partout en France et un petit peu à l'étranger, puisqu'on a aussi des implantations, notamment au Luxembourg.
Moi, mon rôle est de travailler essentiellement sur les sujets bas carbone, biosourcés et l'efficacité énergétique plus largement. Je travaille sur tout ce qui est lié à la préfabrication également, de la construction en bois, mais bien évidemment aussi en béton et avec d'autres matériaux. Et donc voilà, le sujet du BIM, c'est un sujet sur lequel je suis assez actif depuis quelques années, étant précédemment directeur d'une filiale qui était avec une filiale de BIM Management et d'AMO BIM au sein du groupe dans lequel j'étais précédemment. Ok, parfait. Merci à tous. Juste pour recentrer un peu le sujet, c'est vrai que le BIM, c'est un sujet très vaste, évidemment. Donc, Building Information Modeling ou Management, il y a plusieurs portes d'entrée, disons ça comme ça. Moi, c'est des sujets évidemment sur lesquels on missionne énormément et qui sont de plus en plus actuels. Je dirais qu'ils ont toujours été, mais maintenant, c'est un sujet qui infuse un peu à tous les niveaux et dans tout type d'entreprise. Là, c'était peut-être réservé un peu plus à des entreprises expertes, hein, disons, jusqu'à il y a assez peu de temps. C'est aussi pour ça que je suis assez content que Jonathan ait pu te joindre à nous. Ça permet d'avoir aussi un autre regard dans une entreprise, disons, historique. Donc j'aurais voulu, pour commencer peut-être, que vous citiez chacun à votre tour un enjeu ou disons un aspect qui pour vous est déterminant sur la partie BIM actuellement et dans les années à venir, ce qui vous semble important. Peut-être Nicolas? On va tout le temps commencer par moi alors. Écoute, moi je fais de l'ordre. Je change. Non. Je rigole. Un aspect sur les enjeux, du coup, vraiment un mot qu'il faut retenir, je pense, c'est la montée en compétences, donc tout ce qui est attrait à la formation. On entend beaucoup parler, mais c'est à la fois au niveau humain, à la fois au niveau société et les différentes filières du bâtiment, pas que les entreprises, pas que les BE ou les archis. Il y a un monde assez large à former, à faire monter à leur niveau. C'est-à-dire que le but, c'est pas que tout le monde soit des modeleurs, mais que tout le monde comprenne ce que le BIM peut leur apporter et comment s'insérer vis-à-vis de leur métier dans cette démarche. Le BIM, c'est vraiment avant tout un processus. Et ça, tu dirais que ça se manifeste comment dans ton quotidien? C'est les clients avec lesquels tu interagis, qui sont peut-être pas toujours formés au BIM, vous qui êtes une entreprise experte, ou alors c'est peut-être même la pénurie de candidats quand vous cherchez à recruter. Comment ça intervient? Il y a deux aspects. Au niveau humain, effectivement, les candidats sont relativement rares. Les bons candidats, il y a de plus en plus de jeunes qui sont formés. Les formations liées à la construction ont des volets BIM maintenant. Donc, un ingénieur du bâtiment, un architecte sort avec des notions, au moins quelques notions. Et il y a des masters spécialisés. Donc, ça, c'est l'aspect plus humain. Au niveau des sociétés, nous, dans nos missions, au jour le jour, que ce soit en AMO BIM, où là, on parle souvent des non-sachants, il y a une notion pédagogique qui est forte, mais en BIM management aussi, où au final, on accompagne en BIM management, on anime un processus où tout le monde n'est pas au même niveau de maturité, et du coup, on se doit de mettre à niveau ou d'accompagner chaque acteur pour qu'il puisse intégrer ce processus-là. Donc voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et puis MBA City, pour le coup, réalise des formations ou de société ou au niveau personnel sur les volets BIM. Ça va de l'initiation à l'expertise sur certains outils beaucoup plus techniques. Ok, c'est intéressant. Et tu dirais que tu vois une résistance en interne côté entreprise, que c'est parfois des sujets compliqués à faire passer à toutes les équipes? Ils sont vraiment demandeurs. De toute façon, c'est du changement. Donc, le changement, il y a de la résistance. Ouais. Et dans le monde de la construction, peut-être encore plus. Alors, on est tous issus du monde de la construction, mais c'est un secteur qui est peu digitalisé au final, hein, si on prend au sens large. Et du coup, c'est un gros changement qu'apporte le BIM. Il faut savoir, du coup, simplifier son discours, être capable de s'adapter à un niveau de maturité de son environnement et pas vouloir, nous, en tant qu'experts notamment, être trop focalisé sur des objectifs. On va parler d'usage aussi exacerbé. Le but, c'est de faciliter la vie de chacun et pas de la complexifier. Donc, ça, c'est difficile
de rester adéquate à l'environnement qui nous entoure sur un projet. Ok. Donc, sentez-vous libre hein, de vous couper la parole, d'interagir. On va essayer que ce soit hyper vivant. Du coup, je ne sais pas à qui donner la parole. Celui qui veut la prendre, vas-y. Si on continue dans l'ordre, c'est à moi. Allez. Merci Anthony. Donc, un enjeu majeur, très clairement dans l'expérience que j'ai, ça va être que chacun trouve de quelle manière il va pouvoir mettre en lumière sa valeur ajoutée par rapport au processus BIM. Ça veut dire comment un architecte, un bureau d'études, mais aussi une entreprise de plomberie, d'électricité, va pouvoir en tirer un avantage de travailler sur un projet en BIM. Et ça, c'est quand même compliqué parce que Nicolas l'a très bien dit, il y a un manque de maturité qui est, je pense, à mon humble avis, plus important encore au niveau des entreprises qu'au niveau des maîtrises d'œuvre. Et c'est compliqué de connaître les bons outils et les usages qu'on peut faire lors d'un processus BIM au sein d'un projet. Donc c'est un enjeu qui pour moi est déterminant parce qu'il va faciliter l'adhésion dans le cas où des fois, ou même souvent, on a des réticences des conducteurs de travaux, des chargés d'affaires quand on leur parle de BIM, parce que c'est plus une charge financière et intellectuelle qu'une évolution en fin de compte. Et c'est dommage que ce soit perçu comme ça parce qu'aujourd'hui, chez DefiBIM, les entreprises qu'on accompagne justement à travailler et en tirer tous les bénéfices de travailler avec un processus BIM sur un projet nous montrent tous les jours que non seulement il y a un gain financièrement, mais aussi en termes de valeur ajoutée et aussi un plaisir de travailler avec des méthodes qui sont de nos jours, quoi. Aujourd'hui, on est en 2021, il faut travailler avec les méthodes qui nous sont proposées aujourd'hui et pas comme il y a 20 ou 30 ans. Je suis intervenu dans une école la semaine dernière où j'ai un professeur qui me disait nos cours sont les mêmes depuis 25 ans. Et de vous voir intervenir lors d'une conférence, ça nous fait du bien parce que ça nous montre qu'il y a aussi d'autres manières de travailler. Et ça nous fait du bien. Donc voilà. On ne dira pas de quelle école il s'agit, hein, bien sûr. Pas du tout. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je le vois à mon niveau aussi. C'est des sujets qui, quand on parle de BIM, souvent on parle d'outils. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on missionnait beaucoup sur des profils modeleurs, des profils dessinateurs, voilà, pour les faire monter en compétences aussi. Et de plus en plus, je vois que c'est une demande qui vient aussi des maîtres d'ouvrage. Est-ce que vous, votre niveau, vous voyez ça, que sur des projets, ça devient un impératif que à tous les niveaux, le BIM soit une compétence acquise et aussi en suivi d'exécution, en chiffrage, et que voilà, ça apporte à tous les niveaux. C'est un peu ce que je voulais dire quand je disais que le BIM infuse dans l'intégralité du secteur. C'est une tendance que vous avez sentie ou pas? Si je peux, je vais prendre la suite. Donc effectivement, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Anthony et je rebondis sur tes propos. Je pense qu'on est de plus en plus multicritères. On a de plus en plus d'objectifs à atteindre. On a besoin d'avoir des indicateurs qui puissent s'adapter aux objectifs qu'on a atteints, qui peuvent être divers et variés, qui peuvent être des contraintes environnementales, puisqu'on a la RE 2020 qui arrive très bientôt, pour le logement notamment, mais pour les autres bientôt. Le vrai sujet, c'est la maîtrise de l'impact carbone. Aujourd'hui, sur la thermique, la passerelle BIM n'a pas forcément porté ses fruits parce que c'était trop multicritère. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la maîtrise du coût, qui est un des sujets historiques quand même de la valeur ajoutée du BIM en phase conception, entre autres.
mais également un sujet de la maîtrise de l'impact carbone. Et aujourd'hui, c'est un vrai outil qui permettra de pouvoir concevoir tout en maîtrisant de manière permanente son impact carbone et sans faire, refaire des calculs. Donc, je pense, voilà, pour moi, il y a un vrai sujet autour de ces évaluations multicritères et notamment de l'impact carbone et du critère économique. Et après, dans la continuité de ce que dit Anthony, je pense que le vrai sujet, pour que chacun et chaque acteur de la chaîne puisse s'investir pour développer des compétences sur le BIM en général, ben, c'est qu'il sache qu'est-ce qu'il y gagne. Et donc, on va dire que chacun à son échelle puisse se dire précisément, ben, voilà, moi en bossant en BIM, je sais que ça va me faire gagner du temps, ou je vais être plus précis, ou j'aurai moins d'aléas, ou j'aurai moins de sinistres. Voilà, il y aura forcément par un angle d'attaque particulier, ou probablement par plusieurs, des gains. Et je pense que c'est important que les BIM managers et les AEBO BIM puissent effectivement, à l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, puis à tous les intervenants qui succéderont jusqu'à la livraison, voire à l'exploitation même du bâtiment, ben, c'est de bien mettre en avant le potentiel du BIM dans l'usage et dans leur activité au quotidien. Et ça, je pense que c'est aussi très important. C'est difficile d'identifier pour celui qui ne connaît pas justement les possibles, même si parfois son métier ne s'attache pas immédiatement à ces processus-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir discuter avec des personnes qui sont un peu plus loin du processus où ils vont participer à la construction de la maquette, où là c'est un peu plus évident comment ils peuvent utiliser le BIM. Et là, je vous rejoins vraiment tous les deux. Après, Maxime, tu disais il faut qu'ils soient tous formés au BIM, mais c'est trop large. Le BIM, il y a des spécificités, il y a des expertises, il y a des spécialités. Et je pense qu'il faut il faut se former au BIM, avoir une compréhension de l'enjeu, une initiation du processus. Oui, ça c'est important. Mais après, chacun dans son métier, il faut trouver le volet qui le concerne et le maîtriser, quoi. Et c'est là où on parle des usages, quoi. Mais il y en a certains, ils n'ont absolument pas besoin de savoir modéliser. Il y en a d'autres, c'est primordial. Ouais. Et donc voilà, Non, c'est vrai, tu as raison. Moi, je pensais plutôt ça. En fait, on est toujours sur la sémantique, hein, c'est toujours un petit peu le grand débat. C'est qu'en fait, le BIM est réduit à l'utilisation des outils, ou en tout cas, le fait de concevoir une maquette numérique. Mais il est certain que tous les acteurs d'un projet doivent être en capacité de lire une maquette au moins et de pouvoir en tirer les éléments qu'ils ont besoin de connaître, quoi. Ça peut être pour du suivi de coûts, par exemple. Je pense au côté maître d'ouvrage, qui est peut-être l'un des plus éloignés, mais en même temps, c'est aussi disons le maillon de la chaîne qui doit être le plus au courant de l'intégralité du projet, qui doit avoir une vue la plus plongeante dans le temps. Et c'est à ce sens-là que je disais que chaque interlocuteur doit être formé, mais c'est plus, oui, avoir une grille de lecture là-dessus et avoir accès. Et d'ailleurs, souvent quand on parle de BIM, le sujet qui arrive de plus en plus, c'est l'aspect collaboratif. Là où chacun faisait un petit peu dans son coin à ses propres pratiques, de plus en plus, voilà, chacun partage aussi ses infos, quoi. Et moi, j'avais identifié ça comme un des freins. Donc, justement, c'était un petit peu le sujet avec lequel venir sur la table. C'était quels sont les freins pour le développement vraiment du BIM et le fait que tout le monde soit converti, dire ça comme ça. Et pour moi, le fait que chacun ait pris l'habitude de conserver les informations un petit peu pour sa paroisse, c'est l'un des freins majeurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, l'aspect collaboratif, notamment, moi, je pense à beaucoup de plateformes qui sont en train de se développer aussi, qui permettent de partager les informations en BIM autour d'un projet. Alors, c'est sûr que c'est pas une habitude, notamment pour les entreprises, de partager ces informations. Et on a même l'habitude aujourd'hui, quand on est dans un projet sans processus BIM, chacun a ses plans avec un calque un peu de son plan, du plan de l'architecte, et regarde que son domaine, que sa discipline. Et aujourd'hui, quand on apporte des plans extraits d'une maquette fédérée avec toutes les disciplines, où on va aussi fournir à l'électricien le positionnement d'un conduit gravitaire, de ce genre de choses, c'est assez nouveau.
Et au début, c'est mal compris. Et après, ils comprennent que s'intéresser à ce que fait l'autre, ça peut être bénéfique pour soi. Et donc, du coup, c'est par là où peut intervenir, où on peut faire adhérer facilement le processus BIM en termes de collaboration. Après, c'est quand même compliqué parce que aller chercher une information dans une visionneuse, il faut avoir une certaine aisance en informatique. Nicolas l'a dit au départ, l'informatique dans le secteur du BTP, c'est compliqué. Je connais encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec un PC que pour traiter les mails. Donc, on en est encore loin. Et donc déjà, ouvrir une visionneuse, se déplacer dans un modèle 3D et ensuite aller récupérer de l'information pour l'utiliser, c'est très clairement par l'initiation, par la formation qu'on est obligé de passer. Et nous, en tant que BIM manager, on fait énormément de pédagogie sur un projet et c'est même une des parties les plus prépondérantes. C'est de sans arrêt initier et de faire monter en compétence les personnes qui nous entourent. Hyper intéressant. Ça rejoint un peu les questions que j'ai actuellement sur le chat. J'avais 2 questions, je ne veux pas vous interrompre, mais il y a 2 questions qui rejoignent un petit peu ce que tu dis, Anthony. Donc, je me permets de les soumettre. Donc, une première question de Marie, qui parlait du travail collaboratif. Je pense qu'on a commencé à en parler et qui demande entre les lignes, si je comprends bien ta question, Marie, n'hésite pas à me dire si je me trompe, mais sur quelle typologie de projet cette collaboration est plus facile et sur quelle typologie de projet c'est plus compliqué aujourd'hui d'intervenir, et est-ce qu'on peut donner des exemples aussi de projets peut-être où ça a été un succès? Est-ce qu'il y a comme ça des fers de lance ou des projets pilotes qui ont été lancés, qui ont permis de montrer que c'était possible et justement prouver? Parce que j'imagine que pour prouver, ou pour, disons, convaincre différents interlocuteurs que justement ils ont intérêt à travailler ensemble, il faut des chiffres, quoi. Il faut leur montrer par rapport. Chez MBA City, on a la particularité depuis quelques années d'intervenir sur de nombreux projets, tout secteur, avec tout type d'entreprise de construction ou de maîtrise d'œuvre. Et du coup, on a vu beaucoup de processus se mettre en place, parfois qu'on animait nous-mêmes ou auxquels on participait. Et je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de croire que le BIM est est réservé à la grande entreprise, à la grande maîtrise d'œuvre et aux grands projets. Et notamment même une entreprise qui n'est pas formée, en tout cas qui n'a pas d'expérience en BIM, quand elle commence sur un très grand projet avec du BIM, c'est beaucoup plus dur de tout changer parce que déjà le grand projet, c'est quelque chose d'unique ou en tout cas qui est important. Donc en plus, il faut appliquer des changements dans les manières de faire, ça va être difficile. Nous, on va préconiser notamment de s'entraîner, en tout cas d'essayer de gagner de l'expérience sur des projets où on a l'habitude, des projets où on a des standards, où on a l'habitude de faire pour vraiment comparer. Parce que dire, ça s'est mal passé, c'était un grand projet, on a mis le BIM et du coup, ça s'est mal passé, mais ça se trouve, sans le BIM, ça serait aussi mal passé parce que le projet était aussi grand. C'est difficile de comparer. Donc, déjà, ça c'est intéressant. Et puis, de plus en plus, on a des demandes sur des projets d'1 million, 2 millions d'euros en marché de travaux. Donc, projet raisonnable, en tout cas, j'ai pas envie de dire petit, parce que pour certains, c'est des grands projets quand même. Mais à l'échelle du BIM, c'est vrai qu'on va plutôt avoir des projets souvent qui dépassent les 10 millions. Et c'est des projets où, au final, si on met le curseur au bon niveau de maturité, qu'on est concentré sur 1, 2, 3 usages spécifiques, pas le catalogue en entier, et il y a un intérêt particulier. La collaboration se fait bien. Il y a, comme dit Anthony, c'est beaucoup de pédagogie du coup qu'il faut avoir. Et du coup, c'est pour ça, je pense, la typologie de projet, il ne faut pas se mettre de limite.
En résidentiel, on en fait beaucoup. Alors, surtout sur les phases de conception, notamment. C'est vrai qu'en construction, les entreprises, souvent, c'est assez difficile parce que Jonathan. sur des plus petits projets en résidentiel, on ne va pas avoir les majors de Mathieu Barre. C'est souvent ça le sujet, c'est que c'est les majors en général et même les ETI comme nous de Mathieu Barre, on est maintenant rompu à l'exercice. On a un service BIM, on a des BIM managers intégrés, en interne, on a une assistance, on va dire possible auprès de nos équipes en permanence. On a des bureaux d'études intégrés, donc voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Par contre, effectivement, quand on fait du logement aujourd'hui, le logement se fait à plus de 95% encore d'états séparés. Et là, on va s'adresser à des petites entreprises, des petits plombiers, des petits maçons. Et forcément, le niveau de compétence n'est pas le même. Eux-mêmes n'ont même pas forcément la capacité de faire des études et donc vont les acheter souvent à l'extérieur. Donc, ils vont sous-traiter la mission BIM à quelqu'un, mais ça veut dire qu'ils ne se seront pas forcément approprié le projet et ça veut dire qu'ils auront du mal à en tirer une quelconque valeur ajoutée et pour eux, ce sera très probablement effectivement une contrainte. Après, aujourd'hui, le BIM, il est aussi là pour, en conception, éviter d'avoir des problèmes en réalisation. Donc, qu'ils puissent aller en phase travaux sur des projets compliqués, ça a vraiment du sens. Et plus on peut aller loin dans la démarche, mieux c'est. Sur des projets de logement qui seraient assez simples, qu'on développerait en BIM, l'intérêt, on va dire, de l'évolution du projet pendant la phase d'exécution, il est moindre parce que les évolutions sont moindres, tout simplement. Le projet se passe comme il a été conçu parce que c'est un projet assez raisonné et rationnel. Donc, voilà, moi je pense que c'est plus une question, et par rapport à la taille des bâtiments, tout à l'heure Nicolas disait 10 millions, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, en fait, le sujet, c'est juste que les maîtrises d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage de taille plus petite, ne sont encore pas forcément formées et rompues à l'exercice de développer des projets en BIM. Mais parce qu'elles n'ont pas l'outil, parce que l'architecte, pour lui, c'est un gros coup de passer sous Revit, ou parce que il n'a pas le temps de former ses équipes. Et c'est souvent des raisons aussi simples que celles-ci qui font qu'on n'y est pas encore. Et un frein, nous, qu'on voit et on essaye de défendre, c'est cette loi MOP ou en tout cas des projets qui se font sous un format loi MOP, c'est-à-dire une maîtrise d'œuvre et après on passe le bateau à une entreprise qui est responsable de tout. Ça freine, je pense, le processus BIM et c'est vrai que ça complexifie tout. On travaille avec de Mathieu Barre justement sur un projet en marché global de performance sur le projet Prism, qui est un projet des ouvrages olympiques, où on est le BIM manager sur le projet. Et en marché global de performance, on a pris un marché avec une maîtrise d'ouvrage. On fait tout. Il n'y a personne à un moment qui dit j'ai construit quelque chose, je le passe à quelqu'un d'autre et il se débrouille avec ça, alors que je vais changer de logiciel, je vais changer d'environnement, je vais changer de plateforme collaborative parce que j'ai l'habitude ou j'ai un marché contrat cadre avec telle ou telle plateforme. Et en fait, on se retrouve à la fin du projet, il y a 4 plateformes collaboratives, parce qu'il y en a une de la maîtrise d'ouvrage, une de la maîtrise d'œuvre, une de l'entreprise, une de telle ou telle entreprise. Pareil en logiciel, ça reste assez complexe. Et en fait, ce n'est pas dans le sens que veut le BIM au départ, dans sa définition la plus pure, où le but, c'est d'avoir une évolution assez continue, fluide. Et je pense que ça fait partie des freins. Je voyais une question notamment sur quelles sont les personnes qui sont les plus réfractaires au changement. Olivier, merci Olivier. On en voit dans toutes les. Alors, c'était la question. Oui, la question d'Olivier. C'était la première, oui, tout à fait. C'est ça. Moi, je trouve qu'on en voit dans tous les secteurs de métier. J'ai des architectes qui sont super réfractaires, des BE, des entreprises, etc. Et à la fois, il y a des architectes qui sont à fond dedans, des entreprises. C'est plutôt en fonction des personnes. Alors, forcément, les plus petits, très souvent, ils vont avoir plus de mal parce que c'est un engagement. C'est un engagement et quand on est petit, un engagement, c'est plus difficile. Mais il a prouvé, enfin, j'ai des cas contraires où des petites entreprises passent dessus, des petits BE passent. Les petits sont aussi plus souples, Nicolas. Et ouais, du coup, en fait, ils passent beaucoup plus vite. Ils passent beaucoup plus vite à un logiciel, à un autre. Et il y a un coût de formation, en fait, qui sont bien moins élevés que des grosses structures. Donc, ça je pense que c'est la taille, mais il y a l'âge aussi. C'est-à-dire que l'âge moyen d'une structure de taille petite ou moyenne, qui aurait été créée récemment, par exemple, c'est une structure qui est forcément plus, qui a plus envie d'aller vers ça
que quelqu'un, et moi j'ai rencontré plusieurs architectes qui s'en cachaient pas et avec qui on discutait ça de manière totalement transparente. Ils me disaient, bah voilà, moi dans 5 ans je suis en retraite, je vais pas aujourd'hui faire muter tout mon cabinet et travailler sur l'outil parce que ce qui va me préoccuper, ce sera l'outil et plus le projet. Et aujourd'hui, voilà, on est un peu entre ces deux extrêmes, on va dire, et on a des populations qui sont plus ou moins attirées par la technologie ou réfractaires à la technologie, au-delà de penser encore à valeur ajoutée. On n'est même pas encore à attendre une valeur ajoutée. Pour Est-ce qu'ils revenir ont le sur, choix? pour revenir sur la question de Marie, nous, on a un exemple tout bête. On est intervenu sur un projet qui n'était pas du tout en BIM, sur un projet de quelques centaines de milliers d'euros, où là, l'entreprise générale avait des soucis de mode opératoire et par le biais du scan du nuage de points et de la modélisation d'un mode opératoire, on a pu débloquer une situation et faire gagner quelques dizaines de milliers d'euros à l'entreprise. Et en fait, c'est un petit processus BIM dans un cas particulier qui très concrètement a fait gagner de l'argent. Donc, c'était un projet de transformation un transformateur EDF, pardon. Donc voilà. Donc c'est des petites choses comme ça où on n'est pas obligé d'avoir non plus un très gros projet pour que l'entreprise puisse avoir en gros un retour sur investissement qui soit instantané. Hyper intéressant. Je reprends la question de Olivier, puisqu'on Nicolas a souligné la première question d'Olivier au tout début sur qui étaient les plus mauvais élèves, disons, ça comme ça. Et il a posé une deuxième question, donc par rapport aux organisations professionnelles, est-ce qu'il y a une organisation professionnelle qui représente les professionnels du BIM aujourd'hui? Il y a des associations nationales, régionales et internationales qui travaillent dans ce sens, notamment au début pour véhiculer toute la partie IFC avec Building Smart, anciennement Média Construit pour la partie France, mais c'est quelque chose d'international. Il y a diverses associations publiques, privées, des plans aussi d'action avec des groupes de travail qui sont faits à ce niveau-là. Après, un groupe professionnel BIM, il y a des réseaux qui sont faits. Le réseau le plus connu aujourd'hui, professionnel BIM, reste Exabim, mais ça reste des choses qui sont privées. C'est pas un ordre des architectes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place et c'est important effectivement, nous, experts, de faire partie de ces groupes et de participer à l'échange. Oui, de porter la parole. Si on revient sur les freins du BIM, disons, pour que ce soit vraiment adopté de partout, donc, je reprends plusieurs éléments qu'on a soulignés, mais est-ce qu'aujourd'hui une entreprise peut faire le choix de passer à côté du train du BIM quand il y a un tsunami? Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que de surfer ou de couler? J'aime pas dire que c'est une obligation qu'il faut absolument passer parce que le BIM en France, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle. Les architectes, on leur a dit à 10 ans, attention, si vous prenez pas le train, vous allez vous planter. Et aujourd'hui, on est en 2021 et je ne connais pas la proportion d'architectes qui font du BIM. Mais je peux vous dire qu'ils ne se sont pas plantés. Donc, il faut être vigilant. Et surtout, dans certains types de travaux, comme l'ont très bien dit Jonathan ou Nicolas, le BIM n'est pas nécessaire. Donc, quand on va réhabiliter, je ne sais pas, une maison, il y a énormément de petits travaux dans le secteur du BTP où il ne va pas forcément avoir besoin de ce processus BIM pour que tout fonctionne bien. Donc, laissons à ces gens-là cette liberté de choisir leur évolution, tout simplement. Mais je pense que l'important, c'est qu'ils arrivent et comme on le disait tout à l'heure encore, c'est qu'ils arrivent à percevoir ce qu'ils y gagnent. Demain, il faut qu'ils puissent se dire, je veux faire du BIM parce que je sais ce que ça va me faire gagner. Je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent, je vais gagner une maîtrise de l'impact carbone, je vais gagner plein de choses. Mais en tout cas, tant qu'il ne se dit pas qu'en passant à cette méthode de travail, il va gagner quelque chose, pourquoi il le ferait? Et aujourd'hui, la difficulté, elle est là. Elle est dans l'information de chacun, pour chacun dans son métier, se dire, OK, si jamais je travaillais en BIM sur mes projets, qu'est-ce que ça m'apporterait? Certes, quelles contraintes
entre guillemets, de mise à niveau j'ai à faire pour ma société, pour mes équipes. Et voilà, c'est apprendre à utiliser un nouvel outil. Bon, voilà, ça arrive, hein, il y a des nouveaux logiciels qui sortent régulièrement. Ben, on se fait la main au début, et même si c'est un petit peu plus compliqué dans le cas présent, ça se fait. Voilà. Mais par contre, il faut savoir pourquoi on le fait. Et je pense que ça reste la question première. Et les BIM managers sont les meilleures personnes au début du projet parce que ben, les retours d'expérience, il y a que ça qui apporte réellement quelque chose. C'est les retours d'expérience. C'est d'avoir été confronté à un certain nombre de cas divers et variés et de se dire, ben voilà, sur tel projet, c'était tel sujet qui était important. On a réussi, grâce au BIM, à gagner énormément de temps parce qu'on a réussi à extraire de la donnée, ou on a réussi à retraiter la donnée, ou on a utilisé la maquette pour simuler différents cas de figure. Et donc, on a paramétré différentes simulations avec la maquette. Bon, pourquoi pas? C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait limite qu'on puisse avoir une idée d'une liste ou d'un panel de tout ce qu'on pourrait faire avec la maquette. Parce que c'est un peu comme si on vous disait, on vous donne Excel, vous faites ce que vous voulez avec Excel. Avec le BIM, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que le BIM ne dit rien. Après, c'est ce que vous en ferez avec, en l'utilisant. Bien sûr. Compliqué, surtout quand on a une entreprise qui marche et se dire voilà, ça fonctionne aujourd'hui, pourquoi je prendrais le risque de changer mes modes opératoires, même si ça pourrait encore mieux marcher avec le BIM, ça passe par une réflexion interne forcément. Et moi, l'un des freins que je vois, il est surtout là, même si on se dit qu'on a quelque chose à y gagner, et encore faut-il le prouver, quoi. Et en plus de ça, l'expérience montre que le gain, qu'il soit temporel, financier, technique, qualité de l'ouvrage, sur un premier projet en BIM, dans un cabinet d'archi ou dans une entreprise, souvent, le premier projet, c'est plutôt on essuie les plâtres, on a eu tel et tel problème, le BIM, ça marche pas, etc. Et c'est là où il faut insister, c'est là où il faut dire, OK, j'ai un peu chuté, je me relève. Il faut pas perdre espoir et c'est l'expérience des projets en BIM qui feront qu'il y aura à la fin un gain. Et ça, c'est important de le comprendre parce que on a beaucoup dit on allait faire gagner de l'argent aux entreprises et puis elles se rendent bien compte que, en tout cas, les maîtrises d'ouvrage se rendent bien compte qu'un projet en BIM coûte plus cher globalement quand on fait la totalité des marchés. Ça a de multiples causes. Notamment parce que parfois les études sont faites 2 fois, une partie en 2D et sous-traitée pour la partie BIM, donc forcément on paye 2 fois le travail, mais pas que, et voilà, il faut y aller, il faut insister et il faut personnaliser son processus, notamment quand on le maîtrise en entreprise de construction. C'est sûrement le travail de Jonathan, c'est-à-dire nous chez De Mathieu, voilà ce qu'on attend quand on fait un processus, parce qu'on sait que là-bas ça marche, on sait que par rapport à la façon dont on a travaillé, c'est tel usage et tel usage qui vont nous faciliter la vie. Et c'est peut-être pas la même chose si c'est un projet Vinci, si c'est un projet encore d'état civil. Il n'y a pas qu'une solution, quoi. Il faut vraiment personnaliser son processus collaboratif. Je pense après, les impacts économiques, oui, pourquoi il y en a? Il y a des choses simples. Hein. Moi, avant de chez De Mathieu Bar, j'étais bureau d'études. Comment ça se passe quand on est avec les maîtrises d'ouvrage, et chez nous c'est pareil, hein, aujourd'hui encore. Vous avez un projet en BIM, vous avez une maquette, vous livrez votre pro ou votre DCE ou votre permis ou votre APD, peu importe. On vous dit, et je voudrais aussi mes 6 exemplaires papier, forcément. Et je veux aussi les plans en PDF. L'impact carbone, c'est terrible. Même l'impact carbone, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que faire des extractions de la maquette, de fichiers PDF ou de vues, mais c'est pas le but en fait. C'est vous avez la maquette, c'est ça votre rendu, c'est ça votre livrable. Et donc en fait, c'est faire 2 fois le job. Sauf que ça n'a pas de valeur juridique. On est d'accord, et c'est un peu le débat, alors qu'on n'a pas eu, mais qu'on aurait pu avoir au tout début de la discussion, qui était de dire, ok, c'est collaboratif, ok, on travaille sur la même maquette, mais elle est où la limite on va dire en termes de responsabilité, de si quelqu'un vient bouger mon tuyau ou si quelqu'un vient bouger mon voile. Et aujourd'hui, c'est encore les quelques débats qu'on peut avoir, mais en tout cas, moi, 100% j'ai fait pas mal de projets en BIM, et 100% des projets en BIM que j'ai fait qui n'ont pas bien marché, c'était souvent que, c'était même tout le temps, qu'autour de la table, il y avait un problème de compétence. Ça pouvait être tous les membres, ça pouvait être un seul membre de l'équipe qui manquait de compétences et qui complexifiait tout le fonctionnement, ou un outil, mais plus souvent une compétence qu'un outil.
comment ça se passe le BIM chez de Mathieu Hébert? Je suis curieux de savoir comment ça a été intégré, à quel moment, quelle a été, disons, la marge d'évolution. Jonathan, ça fait combien de temps que tu es chez de Mathieu Hébert? Oh, ça fait pas hyper longtemps, ça fait 1 an que je suis chez De Mathieu Barre, un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai été bureau d'études pendant 17 ans auparavant. Donc chez De Mathieu Barre, moi j'étais agréablement surpris en arrivant de voir qu'on avait un service BIM qui est rattaché notamment à notre service informatique parce que historiquement notre direction informatique c'est aussi une direction innovation chez nous. Et donc on a un service BIM avec 5 BIM managers qui font partie donc du groupe et qui sont là pour assister l'ensemble des équipes partout en France et ils ont des relais dans certaines agences où on a une récurrence et une fréquence plus forte de projets. Alors Nicolas parlait du Prisme tout à l'heure qui est effectivement un projet exemplaire et typiquement sur un projet comme ça qui est un projet public donc qui est compliqué techniquement mais très compliqué techniquement et architecturalement parlant aussi. Sacrée façade. Hein. Et sacrée façade, il y a tout qui vient s'additionner. Et là, pour le coup, alors avec une équipe compétente, on aura tout ce qu'il faut comme outil pour éviter de nombreux écueils. Et ce bâtiment, après l'avoir conçu et réalisé, il va être exploité. Vu la technique et la technologie qu'il va y avoir dans ce bâtiment, ben, il est essentiel qu'on ait une capacité à le maintenir correctement et à avoir, on va dire, une maquette de ce qui a été réalisé, exploitable avec de la donnée et qui sera surtout exploitée avec la maquette. Puisqu'une maquette qui est livrée et qui est laissée à l'abandon, ben, au bout d'1 an, on peut la mettre à la poubelle parce que la mettre à jour, ça devient impossible. C'est vraiment cette mise à jour quotidienne de la maquette qui est essentielle pour que ça ait du sens. Donc voilà, clairement, on a des projets de ce type-là où ça a vraiment du sens. Après, on a aussi des projets, comme on le disait tout à l'heure, voilà, on fait un projet de 200 logements, bon, bah, voilà, des projets en R+4 avec une chaufferie collective ou un réseau de chaleur. La complexité est pas évidente. Déjà, si on faisait une démarche classique de développement d'études, on réaliserait déjà pas forcément les plans de tous les étages. Donc, de là à rentrer dans le détail pour développer un projet en BIM et monter une maquette, bon, ça n'a pas forcément de sens pour aller mettre des radiateurs sur un plan, mais en tout cas, voilà, on a une vraie montée en puissance en termes de compétences parce que les projets complexes nous démontrent qu'on génère vraiment des gains importants et une synthèse qu'on arrive à faire beaucoup plus tôt et des aléas du coup beaucoup moins importants sur les chantiers. Parce que tout simplement, on évite d'avoir quelques découvertes et quelques déconvenues sur les chantiers et on les a en conception. Et c'est plus sympa de les traiter autour d'une table au chaud que des bottes dans la boue sur le chantier. C'est quoi comme projet exactement? Le Prisme, c'est un bâtiment qui servira dans le cadre des JO 2024. Donc, il ne faut pas qu'on traîne trop pour le réaliser. Et en fait, c'est une salle multisport dans laquelle qui est tournée vers l'accessibilité et donc ouvert à tout handicap. Et donc, toute personne qui va pouvoir venir dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation de type de population par une contrainte physique, psychologique ou divers et variés. Il y a plein de systèmes qui permettront à l'ensemble des personnes de pouvoir naviguer dans le bâtiment, d'avoir accès à un certain nombre de services. On va retrouver une salle d'escalade, on va retrouver une salle multisport avec un super système d'éclairage au sol pour transformer une salle de basket en salle de badminton, en salle de foot en salle en une demi-seconde. On a un laboratoire également de recherche avec des salles dans lesquelles on va pouvoir permettre de faire de la mesure assez précise qui fonctionne avec l'université qui est à côté sur le déplacement, sur les mouvements, sur les prothèses, sur le développement des prothèses. Et enfin, voilà, il y a un champ qui est très large, mais tout est tourné autour du sport et à la pratique du sport. Et donc ce bâtiment servira notamment aux JO paralympiques. Et c'est un bâtiment de 20 000 m², à peu près de 48 millions d'euros, si je ne me trompe pas. En effet, beau projet. Et il y a un élément abordé. Alors, juste, j'aimerais revenir peut-être sur la culture au sein de Mathieu Hébert, comment ça a évolué dans le temps, et disons, avec un focus sur ces, je sais pas, 5 dernières années, même si tu as peut-être le recul, mais peut-être que tu vois aussi les choses changer au quotidien. Non, effectivement, on est vraiment dans le changement d'outils et
Et je sais pas, je peux faire un peu le parallèle avec, je dis pas qu'on en est à ce niveau de mise au point, hein, mais si on fait le parallèle avec l'automobile ou l'aéronautique, les outils qui sont utilisés actuellement sont des outils finalement qui sont très proches du BIM parce qu'on est dans un niveau de détail et de précision qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus tôt. C'est pas du bricolage, c'est de l'industrie au dixième de millimètre. Donc, aujourd'hui, le groupe de Mathieu Barre, historiquement, aime bien les sujets compliqués. Aime bien les projets complexes. On fait beaucoup d'ouvrages d'art, on fait beaucoup donc des ponts, des tunnels et donc voilà des bâtiments plus généralement compliqués. Nos équipes, plus c'est compliqué, plus elles s'éclatent dans leur job au quotidien. Et donc, ça veut dire que quand on fait des projets compliqués, moi j'ai travaillé, je sais pas, par exemple sur la fondation Vuitton, qui est un bâtiment assez compliqué pour ceux qui le connaissent, avec des grandes voiles en verre, en bois, en métal. Et quand c'est compliqué, on utilise des outils à la hauteur du défi qu'on a à relever. C'est-à-dire que quand on fait des projets complexes, déjà, on ne travaille pas avec les outils habituels. Ça veut dire que nous, on avait déjà cette culture du fait des projets complexes qu'on réalisait. Et donc, on avait déjà l'habitude de travailler potentiellement sur des outils de modélisation autres que les AutoCAD qu'on pouvait tous connaître jusque-là pour pouvoir développer des plans. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un changement d'outil, certes une montée en compétences qui doit se généraliser assez fortement au sein des équipes, mais on a des équipes qui sont plutôt intéressées parce qu'elles connaissent la valeur ajoutée que ça leur apporte dans le cadre de leur projet, parce que c'est des projets dans lesquels on fait beaucoup de préfabrication. Donc le fait d'intégrer la maquette numérique, c'est finalement faire dès maintenant ce qu'on aura à faire de toute façon dans 6 mois à la fin des études quand on devra sortir le plan de la pièce détaillée. On l'intègre tout de suite à la maquette avec un niveau de détail beaucoup plus fin. Et donc voilà, de faire des projets complexes, la maquette, c'est qu'un accompagnement, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir un niveau de détail, un niveau de finesse, un niveau de précision et de suivi à la hauteur de la contrainte et de la complexité du projet. Donc voilà, on a des équipes qui sont intéressées et motivées par le défi technologique maintenant, avant le défi, on va dire, sur le chantier. Et voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, on préfère résoudre les problèmes autour d'une table que sur le chantier. C'est super intéressant ce que tu dis, Jonathan, sur la partie on conçoit et on sait très bien que ce qu'on a passé du temps à concevoir, si on ne l'avait pas fait, on va devoir le faire 6 mois plus tard. Parce que vous êtes les mêmes personnes. Mais dans le cas où ce n'est pas les mêmes personnes, c'est là où c'est un peu plus compliqué d'avoir un retour sur investissement. C'est de se dire, on va un peu plus galérer en conception ou aller plus loin ou passer plus de temps pour que les entreprises fassent un peu moins de bêtises, mais c'est pas nous que ça regarde, quoi, en gros. Cette frontière, elle est toujours compliquée. Elle est délicate. Elle est délicate, mais après, en même temps, le fait de donner un dossier de consultation clean avec une phase DCE sur un projet où on consulte une entreprise, l'entreprise qui est en face, elle sait que l'aléa de la synthèse, il est déjà très limité. Ça veut dire que globalement, le projet, il fonctionne. Parce que combien il y a de projets qui partent en consultation en entreprise qui ne fonctionnent pas? Et on se dit, l'entreprise se débrouillera. Elle va trouver les solutions. Là où les bureaux d'études ont bossé pendant 1 an, ils n'ont pas trouvé, mais l'entreprise trouvera. Et on refile le bébé à l'entreprise. Ça arrive souvent. Ça veut dire que les entreprises prennent des aléas. Le deuxième sujet, c'est les quantités. Aujourd'hui, certes, on regarde les prix unitaires, certes, on regarde les temps de pause, mais après, c'est quoi les quantités qu'on chiffre? Et donc aujourd'hui, il n'y a rien de plus rationnel que des quantités qu'on pourrait extraire d'une maquette, parce que c'est objectif, on peut le mettre à jour en un claquement de doigts, on fait une mise à jour de plan, on fait une mise à jour des quantités dans la foulée si on a envie. Donc voilà, c'est un niveau quand même de capacité à être précis, et l'aléa sur les projets, ça peut être quelque chose de conséquent. Et on peut se retrouver sur des projets compliqués où on se dit, attends, on ne sait pas où on va. Pour prendre le projet, on va mettre un aléa. Si on le gagne, tant mieux. Si on le gagne pas, tant pis. Mais on va pas prendre de risque à prendre le projet pour perdre trop d'argent. Donc voilà, ça permet de réduire l'aléa et de lancer une consultation sur un projet sur lequel on est serein. Certaines entreprises qui aimaient bien s'engouffrer dans la brèche, elles peuvent un peu moins le faire, mais bon, après au moins, elles auront moins de problèmes sur le chantier. Donc c'est vrai que le BIM, ça permet de dérisquer un peu le projet. Et ça, c'est super important. Je vois une question d'Olivier. C'est vraiment un des avantages, c'est vraiment de dérisquer un projet. On ne peut pas tricher parce que avec les plans, c'est assez facile
de concevoir ou en étude d'exé quelque chose qui n'est pas exécutable. Ça, c'est clair. Et avec le BIM, notamment quand on demande que les plans soient sortis de la maquette, ils peuvent pas, ça peut pas tricher, quoi. Notamment sur cet aspect-là. Je voyais une question de Gaëtan sur les gains en exécution, s'il y a des comparatifs. Ce qui est très difficile et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les projets sont uniques parce qu'ils ont un seul emplacement et cet emplacement peut avoir diverses problématiques et donc pour comparer, il faudrait comparer deux projets, deux immeubles au même endroit avec les mêmes entreprises, une partie des équipes qui travaillent en BIM, l'autre pas en BIM pour vraiment faire une comparaison. Parce que sinon, Ça sera un sujet qui ne marchera pas, hein, parce que si c'est dans la même entreprise, une partie d'équipe qui travaille en BIM et l'autre pas, ça veut dire que l'entreprise déjà elle n'est pas au point parce qu'en général les non, entreprises. mais pour vraiment comparer, quoi, c'est-à-dire les Non, mais forces. c'est pour ça que pour moi c'est incomparable. De dire ah bah j'ai gagné tant. En fait, on n'a pas fait le projet dans l'autre sens, donc c'est là où c'est difficile. Après, c'est plutôt dans les façons de faire, comme t'expliquais Jonathan, se rendre compte que on va gagner du temps, qu'il y a quelque chose, une problématique qu'on a identifiée, qu'on n'aurait jamais identifiée si on était dans un processus standard ou classique ou 2D. Et ça, c'est plus du vécu au fur et à mesure. On accélère certaines phases, on va accélérer de la production, de plans, de coupe, d'éléments comme ça. En revanche, parfois, ça va ralentir un petit peu des processus où on avait l'habitude d'aller beaucoup plus vite avant. Donc, les codes, ils sont, enfin, c'est un jeu de vase communicant. Moi, je fais toujours attention quand on est en AMO BIM notamment ou en BIM management un peu extérieur à l'entreprise. Sur le discours, ça va faire gagner de l'argent, etc. Parce que notre retour d'expérience, il est que c'est pas forcément le cas et du coup, on n'a pas envie de mentir aux clients là-dessus. Par contre, sur le gain en qualité, il y a aussi souvent ce que je dis, vous allez gagner de l'argent par rapport au fait que l'ensemble des intervenants va monter en compétences par l'expérience, même s'ils sont déjà initiés, ils vont monter en compétences. Ce coût de la compétence, il n'est jamais chiffré. Et en fait, si on prend un projet où tout le monde a travaillé en BIM, et ben, à la fin du projet, les gens sont plus compétents. S'ils avaient dû faire des formations nécessaires pour obtenir ce niveau de compétence, il aurait fallu les payer. Et ça se chiffre. Et souvent, il est là aussi ce gap, c'est qu'on part d'une équipe au départ et d'une équipe à la fin qui est plus compétente. Et c'est l'investissement aussi qui a été mis par ou l'entreprise ou parfois payé par la maîtrise d'ouvrage aussi à ce niveau-là. Ouais, mais après, ce surcoût, de toute façon, aujourd'hui, tu as tout à fait raison hein, dans tes explications. Mais aujourd'hui, ce surcoût, il n'est pas quantifiable parce qu'en réalité, est-ce qu'il y en a vraiment un? Aujourd'hui, le surcoût de développer un projet en BIM, il n'y en a pas. C'est juste que l'ensemble de la profession qui travaille avec des outils depuis 20 ans, on leur dit changer d'outil demain. Donc, les gens qui ont changé d'outil, forcément, au début, on passe d'un outil à l'autre, on n'est pas aussi productif. Même quand on utilise Revit, par exemple, et qu'on l'utilise pour travailler en 2D, on a fait ça aussi pour justement essayer de dire aux collaborateurs, utilisez toujours le même outil déjà. Ça évite de switcher de l'un à l'autre, ils ont leurs habitudes et ils gagnent du temps. Au final, on s'apercevait que même pour faire des plans 2D, on mettait 15% de temps en plus parce que ils avaient perdu quelques repères ou quelques automatismes ou certains raccourcis qu'ils pouvaient avoir. Donc, le seul truc qui permettrait de savoir vraiment ce qu'on y gagne ou ce qu'on y perd, ce serait que on puisse faire ce point dans 10 ans si le BIM s'est développé comme il doit se développer et on pourrait se poser la question d'entreprises qui n'ont jamais connu un autre mode de fonctionnement que le BIM. C'est-à-dire que si ça devient l'outil normal, finalement, le surcoût, c'est juste que voilà, il faut faire cette transition, il faut faire toute cette formation et ça prend beaucoup de temps et ça a un coût. Voilà. C'est pas un surcoût, c'est un investissement. C'est un investissement. Parce que en plus, quand on fait du BIM, peu importe qui on est, on capitalise en interne. Et c'est super intéressant, c'est quelque chose qu'on fait difficilement en dehors du BIM. Mais quand on va capitaliser en termes de bibliothèque de famille, en termes de gestion de projet à partir de certains outils, de choses comme ça, on fait aussi monter en valeur son entreprise, très clairement. Absolument passionnant. Je voulais revenir sur un petit élément, je trouve aussi, qui rentre en ligne de compte dans l'avantage que peut représenter le BIM, c'est la durabilité des informations et de la data qui est déployée pour concevoir un projet, ce que tu disais, Anthony.
Et en fait, tu parlais de ça à l'échelle d'un projet en lui-même, mais on n'a pas parlé de l'exploitation, par exemple, et du fait que les projets qui sont privés, c'est beaucoup plus compliqué, et que du coup, les maîtres d'ouvrage peuvent peut-être prendre en compte l'exploitation d'un bâtiment pour estimer si le BIM a été un avantage ou pas. Je ne sais pas si cette notion d'exploitation, c'est quelque chose qui ressort dans Aujourd'hui, les projets ou pas. elle est importante. Le problème, c'est que il faudrait que dès la phase de programmation, au moment de définir un cahier des charges lié au projet, on ait un peu les exigences et les usages de la phase d'exploitation-maintenance. Et ça, c'est très très difficile de la manière dont sont organisés les écosystèmes aujourd'hui pour obtenir ce résultat-là. Donc, du coup, à la fin, on va essayer de fournir un DOBIM, un jumeau numérique, peu importe comment on l'appelle, du tel que construit, donc une maquette BIM tel que construit, avec un maximum d'informations. Et des fois, la maquette sera pas du tout utilisée, soit à sa juste valeur, soit sera pas du tout utilisée à cause du manque de compétences ou de maturité de l'exploitant. L'exploitant, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on parlait de toute l'équipe de conception et de travaux. Aujourd'hui, l'exploitant, alors ne serait-ce que pour des questions économiques, c'est le temps qu'ils passent sur les installations quand ils font leur entretien maintenance, ben, on va dire, c'est très limité. Et eux-mêmes, déjà, ne font pas même un plan papier, ou peu. Et au pire, et au mieux, ils ont aujourd'hui des plans en PDF qui regardent. Euh, Eux, il va falloir qu'ils se forment à la maquette. Et eux, pour le coup, c'est eux qui ont le plus de travail. Donc, moi, ceux que j'ai vus où ça marchait le mieux, finalement, c'était plutôt des services techniques d'hôpitaux, par exemple, un hôpital qui avait été fait en BIM, où Ouais. le service technique s'est fait former. Et à la livraison, il a eu la maquette et il a exploité la maquette directement et il a mis à jour. Il changeait une vanne sur la maquette et il mettait à jour la maquette et il mettait la vanne a été changée par un modèle de tel type à tel moment, à telle date. Et du coup, voilà, ils avaient vraiment on va dire un suivi très fin de ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient vraiment au fil de l'eau sur la maquette, mais ils ont mis en place des équipes pour pouvoir le faire. Euh, Après, en tertiaire, on voit qu'aujourd'hui, la maquette, elle est aussi beaucoup utilisée pour gérer le vide, c'est-à-dire gérer ce qui est dans les espaces. Il n'y a pas que le bâtiment lui-même, il y a aussi la gestion du mobilier, des équipements qu'on attache à des surfaces. Et moi, j'ai certains maîtres d'ouvrage qui fonctionnent comme ça aussi. Là, on a beaucoup d'expérience sur la partie BIM-GEM où on accompagne les maîtrises d'ouvrage. Effectivement, Anthony, tu décrivais sur les cahiers des charges qui doivent être précis au départ. Le souci qu'on retrouve, c'est que la finalité et l'usage d'exploitation ou les usages qu'on retrouve en exploitation demandent des consignes de modélisation très différentes de l'usage d'exécution. Et en fait, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de croire qu'un DOE numérique est un bel outil pour une exploitation, parce qu'en fait, il y a une transformation de la maquette qui se fait en exploitation qui est importante. Et souvent, un DOE numérique, en tant que BIM-manager, on le sait très bien, ne peut pas être exploité de base parce qu'il met longtemps à s'ouvrir. Et quand il est complet et avec des loads dont on a besoin en exé, des loads, je parle vraiment en géométrie parce que c'est ça qui est le plus lourd à gérer par les moteurs ordinateurs, etc. Alors qu'en exploitation, la géométrie n'est pas très très importante au final et on vient déconstruire du coup cette maquette-là. Il y a des très bons retours d'investissement sur la partie exploitation, notamment sur la gestion technique du bâtiment lié à la maquette, la recherche d'informations sur un bâtiment entre la liaison du DOE et la maquette, c'est aujourd'hui quasiment tout le temps demandé sur les DOE BIM, mais entre un DOE papier qui reste dans un placard, effectivement, et une interface numérique, donc forcément, c'est plus simple. Et le BIM permet de structurer au final ce DOE. J'avais une question parce qu'elle m'intéressait particulièrement d'Alexis sur la modélisation BIM offshore. Parce que Très intéressant aussi. pour la petite histoire, j'ai pendant 3 ans monté ma boîte de modélisation BIM justement avec des équipes en partie qui étaient à l'étranger. Donc j'ai une vision qui est subjective. Mais je vais l'exposer quand même. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec l'entièreté du monde.
bénéficier de coûts plus faibles. Et je vais étayer mon propos. Hein, et d'être capable de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aussi, avec des pays qui travaillent le samedi et le dimanche, des pays qui travaillent via nos horaires de minuit à Oui. 10 heures du matin pour accélérer les processus. En revanche, il faut bien que les producteurs, ceux à qui on demande de produire des maquettes numériques sur des phases de conception et d'exécution, vraiment s'accaparent cette compétence et le fassent eux-mêmes. La modélisation offshore, pour moi, elle a du sens quand on est en one-shot, c'est-à-dire j'ai un PC qui est que en plan, je veux sortir une maquette numérique de ce PC, j'ai un DCE qui est que en plan, pareil, j'ai un DOE où j'ai des plans d'un bâtiment existant, je veux sortir une maquette. Mais quand on rentre dans un processus où il y a de la mise à jour en continu, où il faut travailler, il faut être présent en cellule de synthèse, il faut être présent en biomanagement, pour moi, là, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place et je le déconseille. Mais l'informatique, l'agilité dans l'informatique, qui est un peu ce qui fait référence au BIM dans la construction, les 90% des développements informatiques au monde se fait en Inde. Et pourtant, il y a des choses très bien qui se font en informatique. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense que après, il y a certains projets qui doivent tout doit rester en France, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas avoir peur, je pense, de la mondialisation de certaines compétences. Oui, je crois d'ailleurs que c'est Alexis qui parlait de la pédagogie de l'AMO BIM pendant un projet de construction. Et il est vrai que dans la mesure où il y a un lien fort qui est fait par l'intermédiaire de l'AMO BIM sur un projet de construction, une partie peut être sous-traitée. Pourquoi pas, j'imagine. Surtout s'il y a un AMOBIM, vu que dans le rôle de l'AMOBIM, comme on l'a dit tous plusieurs fois, hein, vraiment l'important, un élément essentiel, c'est l'accompagnement, le transfert de compétences et le retour d'expérience. C'est un critère premier d'un BIM manager d'être un bon communicant au sein de l'équipe et de pouvoir créer du lien et de pouvoir donc expliquer simplement des choses compliquées. Et donc moi j'invite ceux qui ont un BIM manager qui n'a pas ces qualités d'en changer tout simplement. C'est encore la meilleure solution. Déjà on doit apprendre sur un sujet où on maîtrise pas. Alors en plus si on a quelqu'un qui n'est pas un bon professeur, il faut changer de prof. Ah, ça fait partie du job, hein, il est essentiel. La pédagogie, c'est vraiment un point essentiel. Ouais. Si on pouvait revenir sur les freins du secteur, voilà, pour le développement du secteur et pour que, disons, le tableau soit parfait dans les 5, les 10 ans à venir, vous diriez qu'on a fait le tour ou vous avez d'autres choses encore à souligner? Ah, fait le tour. Je pense qu'il y en a, il il y en a pas d'autres, mais il y en a forcément d'autres. Ouais. Il faut se contenter de ce qu'on a dit. Ouais, je crois que c'est pas mal aussi. Après, on n'est pas objectif, hein, parce que Non. Qu'il est. On est dedans, donc c'est compliqué. Puis tous les jours, on a tous de ce que j'ai compris, beaucoup de dossiers en BIM. Notamment avec Nicolas, on fait ça tous les jours et on voit que ça fonctionne. Donc, on a plus envie de parler des avantages que des freins. et voilà. Oui, c'est ça, c'est plus les freins pour que ça se développe encore plus. C'était plus ça. Mais oui, en effet. Ouais. Et les avantages, je pense qu'on les a pas mal abordés aussi. Sur la partie, je sais qu'Olivier a souligné également une question sur la partie recrutement et formation, sur les écoles qui forment au BIM aussi. C'est un sujet compliqué. Je pense que de manière générale, et moi je parle en tant que recruteur, hein, pour le coup, je vois qu'il n'y a pas assez de formation, je dirais, pour des profils spécialisés en tout cas. Il y en a quelques-unes néanmoins, il y a des masters qui sont créés pour des profils BIM manager, pour des profils modeleurs et pour des profils transverses. Je pense que le vrai enjeu de la formation en BIM, c'est de créer de nouvelles formations, bien sûr, d'en développer, de mettre à jour aussi les formations existantes, c'est ce que tu disais Anthony, ce qui n'est pas le cas, voilà, parce qu'en fait, ça doit transpirer un peu partout. Il faut que tout le monde soit initié, disons au moins, en tout cas les nouveaux profils qui sortent d'école au BIM, ça c'est impératif. Donc déjà mettre à jour les formations existantes, en plus des formations spécialisées, et en plus de cela, mettre le paquet sur la formation continue. Ce qui est un peu le cas, mais c'est pas suffisant. Faire en sorte que tout chacun, dans un cabinet d'architecte par exemple, qui a envie de faire du BIM, c'est pas le cas de tout le monde apparemment, et la possibilité de se former et au moins d'être initié pour pouvoir parler le même langage que tout le monde. Donc après, en termes de chiffres, parce que je
poursuis sur la question d'Olivier. Il demandait un petit peu combien il y a de profils en BIM. Alors, je n'ai aucune idée. Je ne sais même pas si on est capable aujourd'hui de recenser vraiment le nombre de profils spécialisés. Et en plus, encore une fois, il y a assez peu de profils uniquement spécialisés sur le BIM. C'est à chaque Il y a fois. des rapports qui sont sortis. Ah ouais? Comment ils s'appellent, mais il y a des Tu as rapports une idée de chiffres comme ça, là? Peut-être qui ou pas? indiquent le nombre de projets en BIM, le nombre de personnes qui sont formées en BIM, qui sont des questionnaires qui sont envoyés à tous les BE, cabinets d'archi, enfin toutes les boîtes qui bossent dans la construction. Donc voilà, j'ai Qui pas a les produit chiffres en tête, ce mais rapport? c'est des données Tu sais? publiques qui sont Ok, je vais accessibles. m'enseigner. Et C'est aujourd'hui, intéressant. quand on voit le nombre d'écoles qui forment en BIM par rapport à il y a ne serait-ce que 3-4 ans, ça va très très Ouais. vite. Là, Ouais, on bien sûr. suit une courbe exponentielle, hein, donc c'est intéressant. Oui, c'est vrai. 2015, moi j'en vois énormément qui ont fleuri. Ça, c'est sûr. Olivier, avez-vous pensé à écrire le BIM pour les nuls? Je ne sais pas. Vous y avez peut-être pensé? Alors, il existe déjà pas mal de Ouais. livres très intéressants sur le BIM. Et adapté au niveau Dont le BIM pour les nuls, d'ailleurs. Il existe vraiment. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il y a existe vraiment. il y a Mes qui en collègues sortent. BIM avaient ça. D'accord. Absolument. Je me procure. Ça doit être fantastique. Ça, c'est croustillant. Bon, on mettra les Pas références dans la version graphiques. pour les nuls, la véritable. Ça a été fait Oui, par, c'est par pas une de autre. l'édition. Oui, j'entends. Et Simon, quelle plateforme conseillez-vous pour créer un jumeau numérique? Ça dépend de l'usage. Ouais, c'est en fait une plateforme collaborative, c'est un environnement commun de données. C'est pas pour créer, c'est pas pour Alors peut-être là, il parle des modéliser. plateformes, des des solutions web, Ouais. de plateformes type Boss, qui est un bien grand mot, mais en tout cas d'exploitation. Alors Et peut-être en partie exploitation, pour exploiter la donnée d'un jumeau numérique, peut-être. Mais il en existe beaucoup et ils font tous des choses très bien, mais avec chacun souvent sa spécificité. Il faut bien définir ce que l'on veut en faire. Il y en a qui vont être spécialisés pour être plutôt dans la GTB, dans la connexion GMAO, des boss qui vont intégrer toutes les bases de données. Voilà, ça reste relativement innovant, et quand c'est innovant, du coup, mérité à gagner en maturité, en expérience au niveau de ces plateformes. Ouais, c'est intéressant la question d'Olivier. Là, je pense que c'est un peu pour toi, Anthony. Tu parles de dérisquer un projet de construction. Olivier, apparemment, est assureur. Du coup, il y a cette notion de risque, évidemment, qui est très forte. Est-ce que. Il est forcément. Alors, non, on n'est pas plus approché que ça. Alors, si, nous, on a été approché par AssureSafe. Mais du coup, en fait, ce qui est super intéressant dans le BIM, c'est pour les assureurs, je pense, c'est la traçabilité. Parce qu'en fait, quand on a un élément, une maquette fédérée qui va rassembler l'ensemble des informations tout au long d'un projet jusqu'à la phase de réception, on a un outil qui est hyper performant pour connaître un peu tout ce qui s'est passé pendant le projet et qui est aujourd'hui dans un DOE complètement invisible ou voire qui n'existe pas. Et aujourd'hui, je pense que les assureurs, rien qu'à travers la traçabilité de l'information, de la conception, c'est intéressant. Et après, il y a beaucoup d'autres avantages, notamment dans la fiabilité de la conception, avec tous les calculs de simulation, choses comme ça, notamment avec la RE 2020, où on fait même avec la RT 2012, où on fait tous nos calculs thermiques à partir d'un modèle. Et aujourd'hui, tous ces calculs-là, on peut les faire suivre en termes d'information tout au long du projet. Et j'imagine que les assureurs doivent y trouver un certain intérêt. Ok, merci Anthony. La question de Marie, peut-être l'un de vous, le plan BIM 2022, qu'est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Il y a plusieurs groupes de travail qui sont faits sur ce plan BIM 2022. Tous les experts participent un petit peu à cela. Il y a notamment, alors nous on est sur le PC numérique, il y a d'autres identifications. Le but c'est de standardiser les façons de faire et peut-être normer aussi cela. Donc le plan BIM 2022, il a aussi pour objectif d'accélérer le passage au BIM au niveau notamment des maîtrises d'ouvrage publics. Voilà, c'est l'ensemble de ces. C'est dans la continuité
de ce qu'on a appelé PTNB. Et le but, c'est d'aller avec des associations publiques et des investissements publics de véhiculer un meilleur message, un message plus normé, plus standard. Enfin, moi, c'est ce que Et j'en ai compris. il y a aussi des outils qui sont mis en place. Le dernier en Oui. date, c'est un cahier des charges Voilà. pour les maîtrises d'ouvrage qui va permettre de mieux rédiger en fait ces cahiers des charges. On a Et de aujourd'hui les rendre autonomes aussi. de manière autonome. Il y a eu Croquis sur le PTNB qui a été fait, donc des plateformes aussi comme ça qui permettent de travailler sur des environnements un peu plus communs. Parce que c'est vrai qu'on a, sur un nouveau domaine comme ça a tendance à partir un peu en foutoir dans tous les sens. Des solutions, on en voit qui fleurissent tous les jours. Faut savoir ordonner et je pense que c'est dans ce sens-là que va le plan BIM 2022. Oui, et lier aussi, c'est ce que tu disais, un peu lier les pratiques du BIM avec la réglementation aussi, comment appliquer. Moi, je pense à l'efficacité énergétique. Je sais que le BIM, c'est un des moyens qui a été quand même privilégié pour s'assurer du suivi d'un projet de cette ampleur. C'est très difficile, justement. La réglementation, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous pensez que ça va passer par là pour aussi déployer le BIM plus largement et imposer? J'aime pas trop ce mot-là, mais... Aujourd'hui, il existe des normes, hein. Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'elles vont se durcir? mais du coup, oui, bien sûr que ça doit passer par là. Le but, c'est encore une fois, c'est de normer, de standardiser pour que tout le monde puisse avoir une même référence, tout simplement, et qu'on évite de partir un peu dans tous les sens et qu'on puisse structurer cette transition digitale, hein. Le BIM, c'est rien de plus ni moins que la transition numérique dans le secteur du bâtiment. Donc, Ok, je crois qu'on arrive un peu au bout. Une dernière question peut-être de la part d'Alexis sur le PC numérique. Je pense que c'est pour toi, Nicolas, non? J'ai eu la question au fur et à mesure, je réfléchis. De toute manière, dans toutes nos démarches, mais même au niveau de la taille d'un projet, c'est vrai que le BIM amène, comment dire, peut avoir tendance à complexifier quand c'est pas forcément bien géré et quand c'est pas au bon niveau de maturité. Le but du PC numérique, en fait, c'est de faciliter le travail de celui qui valide. Hein, donc là, on parle des mairies, hein, principalement. D'ordonner un peu du coup ce qu'on attend dans un PC et puis de le sécuriser. On parlait tout à l'heure notamment de fiabiliser les projets. Le BIM fiabilise des projets. Là, c'est un peu pareil. On fiabilise grâce au PC les informations que l'on veut, celles qu'on ne veut pas. Ceux qui vont lire le PC numérique sont rassurés quand ils auront un PC numérique. Demain, il sera plus facile, je pense, d'obtenir un permis de construire grâce au PC numérique que si on envoie un dossier PC plus classique. Et c'est là où aussi, on le voit bien chez les maîtrises d'œuvre, elles ont beaucoup de mal aujourd'hui à faire valider leur PC pour X raisons, parce qu'il y a notamment des mairies qui sont de plus en plus ont envie de faire passer certains processus de fabrication, de construction plus verts, décarbonés, etc. Et donc, il y a plein de projets qui sont mis en stand-by à ce niveau-là. Le dernier gros en date là, de la Solidéo sur le centre aquatique à Aubervilliers qui a fait jaser. Mais je crois que c'est bon, ça passe là, enfin. Mais c'est vrai qu'avec le PC numérique, ça va permettre aussi pour les mairies d'avoir ensuite des outils développés qui vont aller chercher de l'information de manière plus automatique pour vérifier le contenu du PC numérique. Ce qu'on ne peut pas faire avec un PC classique qui n'est pas intelligent en soi. Quand je parle d'intelligence, c'est vrai qu'avec le PC numérique, il y aura la possibilité il y aura la maquette, bien sûr, mais il y aura l'ensemble des documents qui seront liés à cette maquette. Les données contenues dans le PC seront extraites de la maquette, donc c'est toute une manière de faire. Quand on dit pas de bois administratif, bien sûr, pour la construction d'une maison, je pense que ça ne sera pas nécessaire à ce stade-là, mais pour les gros projets, c'est important parce qu'il y a quand même un enjeu financier énorme sur la validation des permis de construire aujourd'hui. Au changement de mairie, il y a eu un nombre de PC qu'on pensait valider le processus assez simplement et qui sont en stand-by depuis du coup 2000. C'est quand les mairies? C'était cette année ou l'année dernière? Je ne sais plus. Bon. Dernière
Ouais, 2020 ou 2019, je sais 2020. plus. Voilà, donc depuis 18 mois, voilà, ça traîne et, et du coup, le PC, c'est vraiment un enjeu financier important, quoi. Et simple format PDF, pour rebondir là-dessus, en fait, le PC numérique contient de l'information PDF. En fait, il y a la possibilité d'être dans la maquette, effectivement, mais en fait, l'ensemble des informations sont lisibles par tout le monde en PDF. C'est juste que les PDF, l'information qu'elle contient est issue de cette maquette. Donc, l'information est du coup consolidée, fiabilisée par la maquette et le fait que le projet s'est fait en BIM. Parfait. Merci messieurs. Alors là, il reste des petites questions. Bon, juste rapidement, hein. Et après on va mettre un terme. On pourra en parler toute la nuit, mais on va éviter. Et bien sûr, chacun d'entre nous sera joignable par la suite. Si moi je peux vous faire suivre des questions, évidemment, je le ferai. Donc si vous avez des questions qui dépassent la durée de ce webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer des questions en direct et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour Ahmed, je pense que la partie offshore, c'est pas le problème que ce soit offshore ou pas, ou sous-traité ou pas sous-traité, c'est toujours le contrôle de ce qui est fait et les livrables qui sont en question. Et à mesure où il y a un lien avec le BIM manager et qu'il y a un AMO BIM, pour prendre les termes d'Alexis, qui est pédago et qui contrôle ce qui a été fait, c'est pas forcément gênant de sous-traiter. Voilà, je rejoins un peu Nicolas sur le sujet. Et surtout, il ne faut pas croire qu'en offshore, ils sont moins bons. Hein. Ils sont forcément moins bons. En modélisation, ça envoie pas mal si les personnes font que ça et qu'ils ont l'habitude. Après, forcément, dans l'interprétation d'un cahier des charges, c'est plus dur. Mais là, c'est à la personne qui coordonne en France cette équipe-là de passer les bonnes consignes. Et c'est pareil qu'avec contrôler le travail, voilà. Voilà. Mais bon, il y a de la production offshore qui ne se fait pas de bonne façon, mais comme en France. On peut très bien demander à quelqu'un de modéliser et on aura quelque chose de catastrophique. C'est possible. Donc, voilà, c'est possible. Et la data et la blockchain pour Olivier, voilà, vaste sujet. Olivier, ça nous relance pour quelques heures, je pense, de parler de blockchain, là, de se lancer. En tout cas, je ne pense pas que ça va accélérer. Voilà. Je crois que ça peut élargir le panel de missions de nos BIM managers, ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, quand on voit le niveau de départ en termes de compétences et quand on va parler de blockchain à des gens d'entreprise ou voilà, peu importe d'ailleurs à quelle personne dans l'équipe, ça va complexifier un petit peu les choses. Et on n'en est pas, je pense, là. Voilà, aujourd'hui. Non, il faut déjà on n'en est clairement pas là. Transmettre ce qui est fait, quoi. Voilà. Si on peut avoir une vision par rapport à ça le jour où on en sera peut-être dans 10, 20, 30 ans, moi, l'objectif, il est de... donc, tout le monde travaille en temps réel dans la même maquette et on référence l'ensemble des modifications au fur et à mesure ou des créations dans la maquette dans la blockchain. C'est-à-dire qu'on est capable à tout moment de revenir en arrière et de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait quoi au bon moment. Parce que le problème de travailler tous ensemble, c'est que du coup, si on travaille tous ensemble, il n'y a plus vraiment besoin de synthèse. Parce que le but, c'est on n'a plus le droit de clasher. On doit travailler dans les bonnes méthodes. Alors, il y aura toujours besoin, mais qui a provoqué des problématiques. Et ça, la blockchain, effectivement, lier la blockchain à ces processus peut être intéressant. Mais je suis d'accord avec Jonathan et Anthony, on perd le combat là. On a une autre bataille à mener et là, il faut aller sur Mars avant, je pense. Parfait. Bon, belle conclusion. Jonathan, Anthony, peut-être une conclusion aussi, quelques mots pour boucler le sujet. Non, moi je trouve que la conclusion était de Nicolas. Bien. Non, moi j'ai pas grand-chose à rajouter, mis à part que je pense qu'il faut pas hésiter, voilà, à sauter le pas, à se former, à se dire que oui, ça coûtera plus cher au début, mais c'est normal, comme tout apprentissage, tout est plus long quand on apprend. Mais après, quand on sait faire, et quand on sait ce qu'on peut gagner, on a tout intérêt à le faire. Et voilà, il faut accepter ce temps de formation et de monter en compétences et de se dire que c'est plutôt une opportunité pour apprendre plein de choses, d'apprendre aussi des autres partenaires de l'équipe parce qu'on va beaucoup plus parler de problématiques transverses
dont on parle finalement peu quand on travaille chacun de son côté. Donc voilà, ça reste un outil. Et la compétence, elle est autour de la table au sein des équipes. Et ça n'est qu'un outil qui permet de mieux mettre à profit les compétences encore de l'équipe. Et ça ne se substituera jamais on va dire, à la force de proposition des membres d'une équipe de maîtrise d'œuvre ou de maîtrise d'ouvrage. Oui, tout à fait. Merci. Merci Et beaucoup, Jonathan. ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur du changement et de se lancer. Et en fin de compte, on n'est pas plus intelligent que d'autres. Du moment qu'on s'est lancé et qu'on a une certaine motivation et qu'on a envie d'y arriver, on y arrive. Et à la fin, on est vraiment content d'y être arrivé. Et aujourd'hui, aucun de nous reviendrait en arrière, ce qui démontre qu'on est content et qu'on a bien fait de faire ce choix. Merci à tous. Messieurs, vraiment, c'était passionnant. Merci d'avoir trouvé ce temps. On sera amené à en reparler, j'en suis sûr. Et voilà, c'était un vrai plaisir de vous avoir ce soir. Merci Maxime, Merci à tout le monde. Anthony, Merci à la beaucoup. prochaine. Merci à tous les trois et Au plaisir. merci à tous les participants et au plaisir. Bonne soirée. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.